Aujourd'hui, le monde entier a rendez-vous au Brésil. Je suis ici car c'est l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Les Brésiliens n'ont qu'une obsession. Le premier match du tournoi contre la Croatie. Mais malheureusement pour moi, aujourd'hui, je ne vais pas au stade. Bonjour, comment ça va? Très bien, bienvenue. Merci. En fait, je suis au Brésil pour rencontrer les hauts dirigeants de la FIFA. Ça, c'est de l'accueil. La Fédération internationale de football, la plus haute instance du foot. C'est elle qui attribue la Coupe du Monde. Voici votre accréditation. Ok, merci beaucoup, au revoir. J'enquête sur une décision de la FIFA qui pose problème. À la surprise générale, elle a attribué l'édition 2022 de la Coupe du Monde au Qatar. Depuis, les polémiques sont incessantes. Soupçons de corruption, chaleur extrême, droits de l'homme bafoués. Alors pourquoi avoir choisi le Qatar? C'est la question qui fâche. J'ai voulu la poser aux dirigeants du football mondial, à commencer par le président de la FIFA, Joseph Blatter. Monsieur Blatter, je travaille pour Canal+, je fais un documentaire sur la Coupe du Monde au Qatar. On essaie de vous joindre à travers le service de presse pour faire une petite interview avec vous sur ce sujet, à un moment ou un autre. Vous pensez que ce serait possible? Nicolas. Vous pensez que ce serait possible? Nicolas, c'est le chef de presse. D'accord. Oui, bonjour, on n'est pas là pour faire une interview à un congrès. Ah bah nous, il n'y a pas de mauvais endroit pour faire des interviews. On peut faire ça tout le temps. Attention! J'ai interrogé les protagonistes de ce feuilleton politico-sportif. Michel Platini. Monsieur Platini. Zinedine Zidane. Monsieur Zidane, je voulais savoir si vous aviez touché 1 million, 3 millions ou 11 millions, on essaye de comprendre. Ou l'écologiste très médiatique, Yann Arthus Bertrand. J'ai été un peu crétin. Voilà, je le reconnais. Le Qatar a-t-il triché pour décrocher le plus grand événement sportif de la planète? Je suis allé sur le terrain et j'ai mené l'enquête. Pourquoi la Coupe du Monde au Qatar suscite-t-elle tant de polémiques? Pour enquêter, je décide d'aller sur place. Après 6 heures de vol, j'atterris dans le golfe Persique. Bienvenue au Qatar. La majorité du pays est un désert. La plupart des habitants vivent dans une seule ville, Doha. L'émirat a fait fortune grâce à d'immenses réserves de gaz. À peine arrivé, j'enfile mon maillot de l'équipe de France. Objectif, me mettre dans la peau d'un supporter de la Coupe du Monde. En 2022, l'émirat attend 1 million de personnes. C'est la moitié de la population du pays. Je me rends au stade, à Doha. Très vite, notre caméra attire l'attention d'un vigile. Pas de photo? Pas de photo. Vous, pas de problème. Mais le stade... Le stade, problème. Pas d'image du stade. Le foot, c'est devenu un sujet sensible au Qatar. Les journalistes ne sont pas les bienvenus. Je vais devoir être discret. Finalement, je pénètre par une porte restée ouverte. Nous sommes au mois de juin, la saison où se déroulera la Coupe du Monde. Allez les bleus!
Le stade est vide et je vais vite comprendre pourquoi. La chaleur est insoutenable. C'est chaud. C'est très chaud. Mon thermomètre affiche 47 degrés. Et il n'est que 11 heures du matin. Dans 2 heures, ce sera pire. En cette saison, je ne suis pas prêt de voir le moindre match, comme me l'explique un employé. Pas de match pendant 2 mois. 2 mois sans match? Non. Pourquoi? Le soleil? Trop chaud? À cause de la chaleur, le championnat du Qatar s'interrompt pendant l'été. Or, la Coupe du Monde se joue toujours en juin-juillet. Cela s'annonce compliqué pour les joueurs, mais aussi pour les spectateurs. Que feront-ils entre les matchs de la Coupe du Monde 2022? Certainement pas du sport, en tout cas. Moi, je n'ai pas tenu 1 minute. En plein été, au Qatar, même les plages sont désertées, car la température peut atteindre les 50 degrés. Entre 10h et 16h, les habitants ne quittent pas leur domicile climatisé. Doha est une ville fantôme. Avec une telle chaleur, j'ai besoin de me rafraîchir. Lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud, les supporters ont englouti plus de 700 000 litres de leur boisson préférée, la bière. Je m'installe en terrasse d'un café. C'est possible d'avoir une bière? Une bière, à cause de la loi, ce n'est pas possible. Du vin alors? Ici, le gouvernement nous l'interdit. Vous pouvez boire à l'intérieur des hôtels. Merci. Au Qatar, on pratique un islam très rigoureux. La consommation d'alcool est admise uniquement dans les bars des hôtels de luxe. On en compte une dizaine dans tout le pays. Un accès à l'alcool très restreint, des Qatariennes qui ne sortent qu'entièrement couvertes de la traditionnelle abaya. Je suis très loin du Brésil. Rosa para se ver, rosa para crescer, rosa para cantar, rosa para viver. À Doha, j'ai réussi à me faire inviter chez des supporters. Voici Mansour, 25 ans. Avec ses amis, il regarde la Coupe du Monde au Brésil. Cette pièce s'appelle le Majlis. Elle est réservée aux hommes. Ici, on trinque au thé. Le match du jour, c'est Colombie-Côte d'Ivoire. Mansour et ses amis ne risquent pas de soutenir l'équipe du Qatar. Classé aux alentours de la 100e place mondiale, l'Émirat n'a jamais réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais en 2022, le Qatar sera enfin en phase finale, en tant que pays organisateur. Le baptême risque d'être rude. Voici l'équipe nationale des jeunes en pleine action. 골키퍼 다리 사이 빠졌군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슈팅 골포스트 맞고 튀어나온 볼. 다시 한번 뒷공간 왼발 슛! 믿기지 않는 상황이 펼쳐졌습니다. En attendant que son équipe progresse, Mansour s'est trouvé un favori pour la Coupe du Monde 2014. Moi, j'aime la France, parce qu'il y a eu dans l'équipe de France un grand footballeur d'origine arabe, Zinedine Zidane. Au Qatar, on regarde presque toujours le football à la télé, même les matchs du championnat local. Résultat, les stades sont vides. Pour l'ambiance, on repassera. Football local inexistant, culture de supporters assez éloignée de la nôtre, et surtout, une chaleur extrême. Comment le Qatar a-t-il pu décrocher cette Coupe du Monde ? Au début, ça n'était pas gagné.
Au sein de la FIFA, certains étaient contre, notamment l'expert chargé d'évaluer la candidature de l'Émirat. On le voit ici au Qatar, lors de sa visite d'inspection, 3 mois avant le vote. Il s'appelle Harold Main-Nichols. C'est à l'autre bout de la planète que je l'ai retrouvé, au Chili. C'est là que vit Harold Main-Nichols. Aujourd'hui, il ne travaille plus pour la FIFA. Il dirige une ONG qui fait la promotion du sport. Ce jour-là, il assiste à un tournoi de jeunes enfants. Harold Main-Nichols a accepté de me parler de son rapport sur le Qatar. Pour la FIFA, il a passé au crible tous les critères d'une bonne organisation. Infrastructure, capacité sportive, accueil des spectateurs. Il y avait 5 candidats à la Coupe du Monde 2022. L'expert estime que le risque de rater l'organisation de la Coupe du Monde est faible. Pour l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Mais le Qatar, lui, est classé à haut risque. 4 ans après l'attribution du mondial à l'Émirat, il maintient que ce n'est pas un bon choix. C'est clair, ce ne sera pas une organisation facile. Au final, selon moi, il y avait d'autres pays mieux préparés que le Qatar pour organiser la Coupe du Monde. Le Qatar était en 5e position. Pour faire face au problème de la chaleur, le Qatar avait promis des stades climatisés. Une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mais l'expert de la FIFA avait de gros doutes. Vous allez avoir 32 équipes qui s'entraînent en même temps. Que se passera-t-il si le système tombe en panne? Si soudain vous passez de 22 degrés à 40 degrés? Vous ne pourrez plus vous entraîner et cela amènera de nombreux problèmes pour toute l'équipe. Et puis, il y a le problème des supporters. Que vont-ils faire par 40 degrés dans la rue? Ils devront rester à l'hôtel toute la journée. Il faut que les gens puissent sortir, faire la fête et vivre leur passion pour le jeu. La FIFA n'a pas tenu compte de ce rapport. Face aux alertes sur la chaleur, le Qatar est allé dans la surenchère technologique. Leur dernière solution est digne d'un roman de science-fiction. Une soucoupe volante censée stationner au-dessus des stades pour faire de l'ombre. Ses inventeurs l'ont baptisé le nuage artificiel. In this way, the cloud hovers over the football ground, shielding it from direct sunlight and providing a favorable climatic environment. À l'époque, l'étonnante trouvaille fait le buzz. That's pretty cool, right? They're the size of a jumbo jet and they are made from lightweight carbon fibers. Pour savoir où en est cette merveilleuse invention, le nuage artificiel, j'appelle l'universitaire à l'origine de sa conception, le professeur Saoud Abdul Ghani, de l'Université du Qatar. Vous savez quand aura lieu le premier vol du nuage? Peut-être bientôt. Dans quelques semaines, quelques mois? C'est aux dirigeants de le dire. Moi, je ne suis qu'un universitaire. Peut-être que ça ne se fera pas, ou peut-être qu'on s'en servira pour autre chose, mais pas au-dessus des stades. Donc il n'y aura peut-être jamais de nuage, si je comprends bien. Oui, il n'y aura peut-être pas de nuage. C'est de la recherche pure. De la pure recherche. Je me suis dit que le nuage artificiel n'était pas prêt de sortir des cartons.
D'ailleurs, 3 ans après l'attribution, face à la chaleur, la FIFA sort une autre solution de son chapeau. Déplacer les dates de la compétition de l'été à l'hiver. Une décision qui fait des mécontents. Parmi eux, Alain Courtois. Il a piloté la candidature de la Belgique pour la Coupe du Monde 2018. Mais je regrette. Le Qatar a gagné sur un dossier. Dans ce dossier, il était clairement mis qu'on jouerait en été. On n'a jamais dit qu'on jouerait en hiver. À ce moment-là, quelqu'un pourrait dire « Je suis désigné, mais je vais changer les stades. » Ou plutôt que jouer uniquement chez moi, je vais jouer dans le pays voisin aussi. Vous changez ce pourquoi vous avez été désigné. Vous comprenez ce que je veux dire? OK, mais jouez là en hiver. Je signale quand même qu'il faut changer tous les calendriers. En effet, si la FIFA décale la Coupe du Monde de 6 mois, elle tombera en même temps que des dizaines d'autres compétitions de football dans le monde. Un véritable chambardement. Avec cette Coupe du Monde au Qatar, je commence à me demander si la FIFA ne s'est pas mise dans une situation impossible. Au Brésil, à la sortie d'une réunion, j'ai posé la question à l'un de ses responsables. Michel Dog est l'un des principaux dirigeants de la FIFA. Est-ce qu'on n'a pas pris aujourd'hui entre deux mauvaises options? Soit on joue l'été avec le problème de la chaleur, soit on joue l'hiver et ça bouleverse tous les calendriers. Il y a plein de gens qui sont contre. De toute façon, à chaque chose, il y a une médaille et un revers. Ça, c'est tout à fait sûr. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Là, c'est la première fois que ça atteint un tel... Effectivement. Mais où est-ce que vous voulez en venir Mais comment ça se fait qu'on se soit retrouvé dans cette situation un peu inextricable en fait? Écoutez, parce que finalement, il paraît que le Qatar a convaincu une majorité de membres que le choix du Qatar était le meilleur. Et c'est bien là le mystère. Comment le Qatar a-t-il convaincu les membres de la FIFA de voter pour lui? Tout d'abord, pour compenser les faiblesses de sa candidature, le Qatar était soutenu par des lobbyistes de premier plan. D'abord dans le monde politique français, et pas n'importe qui. Nicolas Sarkozy, président de la République lors de l'attribution de la Coupe du Monde, il y a 4 ans. Il ne s'est pas caché d'avoir milité pour l'Émirat. En décembre 2012, 7 mois après sa défaite à l'élection présidentielle, c'est au Qatar qu'il réserve sa première sortie publique. Il est venu dire tout le bien qu'il pense d'une Coupe du Monde ici. Il fut l'un des premiers à évoquer publiquement l'éventualité d'une Coupe du Monde en hiver. Considère-t-on que si la Coupe du Monde se déroulait autrement qu'en juin-juillet, elle ne serait plus la Coupe du Monde? Et vous savez, Majesté, combien j'ai applaudi à l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est un choix stratégique, diplomatique, politique, majeur. Il aurait pu ajouter un choix économique. Les chantiers de la Coupe du Monde, c'est un gâteau de 100 milliards d'euros à se partager. Aujourd'hui, à Paris, au Quai d'Orsay, je me suis invité au premier forum franco-qatarien dédié aux affaires. Le thème, les relations économiques entre les entreprises françaises et l'Émirat. Une centaine d'entrepreneurs français et des officiels qatariens sont reçus par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Lui aussi est un chaud partisan de la Coupe du Monde au Qatar. La France se félicite que la prochaine Coupe du Monde du football se déroule au Qatar. L'offre française dans ce domaine s'est rassemblée pour être plus compétitive, pour garantir la réussite des très grands chantiers que vous engagez. Merci. Dans la salle, un Qatarien est très courtisé par les Français. Hassan Al-Tawadi. C'est le patron du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022. La France va-t-elle toucher les dividendes de son soutien à la candidature de l'Émirat?
Monsieur El-Tawadi, bonjour, je suis Sylvain Pack de Canal+. On vous a écrit pour faire un documentaire sur la Coupe du Monde en 2022. On vous a écrit au comité d'organisation pour avoir une interview et on n'a jamais eu de réponse. En interview, je suis désolé, mes équipes, ils ne veulent pas le faire. Ils pourront nous donner une interview tout à l'heure? C'est pour Canal+. Je ne sais pas, mais c'est avec mon équipe. Ah, très bien. D'accord. Parce qu'on aimerait bien avoir votre point de vue. Enchanté. Merci. On me fait passer de communicant. C'est pour Canal+. Je vais demander au service de presse de vous contacter. En communiquant. Allô? N'hésitez pas à me contacter. Mais parce que si Monsieur El-Tawadi est à Paris, là, on peut peut-être faire ça aujourd'hui Je vais essayer, je reviens vers vous. Vous me promettez, hein? Alors, j'ai attendu. J'y ai cru, mais j'ai été déçu. Sylvain, oui. on est vraiment désolé. Ah bon? Il n'y aura pas la possibilité, comme on a un avion à attraper. Chou blanc sur Al-Tawadi. J'ai essayé de joindre Nicolas Sarkozy. Chou blanc aussi. En plus du soutien politique, le Qatar a aussi recruté une caution écologiste. Je me rends chez le pape mondial de l'écologie, près de Paris, dans le bois de Boulogne, où est installée sa fondation. Yann Arthus Bertrand m'a donné rendez-vous au fond du jardin, dans sa cabane en bois. C'est ici qu'il réfléchit à l'avenir du monde. En 2010, il est contacté par le Qatar, qui promet au monde entier une Coupe du Monde 100% écologique. Convaincu, Yann Arthus Bertrand va soutenir leur candidature. Bonjour, je m'appelle Yann Arthus Bertrand, je suis un écologiste convaincu. Je ne peux que soutenir la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022. Mais à l'époque, il avait visiblement mal lu le dossier. C'est vrai que je ne suis pas un malade de foot, que je ne connais pas très bien le foot, et jamais une seconde j'avais réfléchi que la Coupe du Monde se passe au mois d'août. Pas pensé. Au mois de juillet. Au mois de juin, juillet, août, et que bien sûr au Qatar, c'est impossible, les 50 degrés, que c'est pas possible de faire ça. Il avait aussi raté le chapitre où le Qatar promettait de climatiser tout leur stade. 40 terrains de foot climatisés, une gabegie énergétique. La clim dégage énormément de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique. Une débauche d'énergie que le Qatar avait promis de compenser en installant des panneaux solaires. Il faudrait qu'ils mettent des panneaux solaires sur toute leur île, mais c'est même pas pensable. C'est des bidons. Et justement, vous vous dites pas que vous avez fait preuve d'un peu de légèreté quand même dans l'étude du dossier, dans le... Attends, sincèrement, c'est vrai, j'étais un peu léger. Jamais je pensais que le Qatar aurait la Coupe du Monde, tout ça aussi. Je me dis bon, je risque rien de toute façon. Donc c'était une connerie. J'aurais pas dû soutenir cette candidature. Alors pourquoi l'avoir fait? L'argent, peut-être? En 2009, il réalise Home, une ode à la préservation de la planète. Nous avons tous le pouvoir de changer. En regardant bien le générique de fin, on s'aperçoit que l'écologiste avait reçu un petit coup de pouce économique des Qatariens. J'avais bouffé tout mon budget, il me manquait de l'argent. Donc j'avais été les voir et ils avaient acheté les droits pour distribuer le film Home dans tous les pays arabes. Est-ce que finalement, malgré tout, vous n'aviez pas une petite dette vis-à-vis d'eux? C'était plus difficile de dire non, vous voyez ce que je veux dire? Mais attends. Mais si jamais j'avais pensé que c'était pas bien de le faire, je ne l'aurais pas fait. Quand on m'appelle et que c'est quelqu'un qui m'a aidé, je le prends avec bienveillance. Il n'y a pas plus que ça. J'ai été un peu crétin. Voilà, je le reconnais. Après la caution politique et la caution écolo, les Qatariens ont dégainé leur caution sportive. Pour cela, l'émirat va s'offrir les services d'une star mondiale du ballon rond. C'est dans ce palace, à Doha, que 3 mois avant le vote, le Qatar dévoile, à la surprise générale, son atout maître. Et c'est encore un Français.
La surprise, c'est dans 1 minute. Zinedine Zidane. Je pense qu'aujourd'hui, d'être ici et de soutenir cette candidature qui me paraît honorable, je suis assez content de pouvoir être à leur côté et de dire qu'un jour, j'ai contribué à ce que justement une Coupe du Monde puisse être organisée au Qatar. Le Qatar, dont la candidature faisait rire toute la planète football, recrute l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Un journaliste présent ce jour-là, qui préfère rester anonyme, se souvient du frisson qui a parcouru la salle. Je me rappelle que l'impact était absolument énorme. Cela leur a donné de la crédibilité, de la force. L'impact sur le moral des gens présents était absolument incroyable. Zidane va aussi tourner un clip promotionnel de plus de 5 minutes en faveur de l'Émirat. Tout est possible. On vise à l'excellence, tout est possible. Certains s'étonnent du soutien de la star pour cette candidature, qui était loin d'être la plus convaincante. Très vite, on apprend qu'il a été payé pour soutenir le Qatar. La presse avance des chiffres mirobolants. 1 million d'euros, 2 millions d'euros, et même 11 millions d'euros, selon un journal australien. La polémique ne cessera plus. Zidane a toujours refusé de révéler combien il avait été payé. En 2011, il a affirmé dans le journal L'Équipe: On a parlé de 10, 11, 12, 13 millions d'euros. Je vais le dire clairement, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas le quart de ces sommes. J'ai contacté Zinedine Zidane pour lui demander quel chiffre est le bon. Je n'ai pas eu de réponse. Alors je suis allé à sa rencontre, en Espagne, où il vit aujourd'hui. Je l'ai retrouvé dans un stade de 3e division espagnole, en banlieue de la capitale, Fuenlabrada. Aujourd'hui, Zidane est l'entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid. Soutient-il toujours le Qatar? Bonjour, M. Zidane, Canal+, une petite question. Je voulais savoir si vous soutenez toujours la candidature du Qatar avec tous les problèmes qui se sont posés. On voulait savoir si c'est... Je suis en train de faire un match là, vous avez... Ben oui, mais vous avez écrit, on n'a pas réussi à avoir de réponse. J'ai moins de succès que les chasseurs d'autographes. Et je vais encore aggraver mon cas. On a vu beaucoup de choses circuler sur l'argent, 1 million, 3 millions, 11 millions. On voulait savoir si vous aviez touché 1 million, 3 millions ou 11 millions. On essaye de comprendre. Vous êtes vraiment pas... Vous avez aucun tact en fait. J'ai écrit, monsieur. Aucun tact en fait. Jamais répondu. Vous avez aucun... C'est le seul moyen que vous venez ici pour... Je suis en train de préparer un match et en fait vous me parlez de choses. Il faut bien que je vous pose la question à vous. Je n'obtiendrai jamais de réponse. La star est retournée à son banc de touche et à la glorieuse incertitude du sport. Ce jour-là, son équipe s'incline 1-0. C'est sa 3e défaite d'affilée. Combien a-t-il touché du Qatar? Pour le savoir, je suis allé voir un homme qui affirme connaître la réponse. Il l'a appris un peu par hasard lors d'un procès. Je vais écrire un livre, la méthode... Cet homme, c'est le comédien Christophe Alévèque. L'oiseau, un théâtre portera mon nom. En 2011, dans une interview, il avait violemment critiqué Zidane. Il l'avait traité de pute pour son soutien au Qatar. Zidane lui a fait un procès pour injure. Alévèque a été condamné.
Selon lui, lors du procès, Zidane a reconnu avoir touché 11 millions d'euros. Moi, la première fois que je l'ai entendu dire vraiment qu'il avait touché les 11 millions d'euros, c'est au tribunal, devant un des juges qui lui a posé la question, clairement, et où il a dit oui. Donc là, vous vous souvenez l'avoir entendu dire « j'ai touché 11 millions d'euros ». Ah, mais c'est clairement, nettement entendu dire qu'il avait touché cet argent. Ce sur quoi son avocat est intervenu et qui a tout de suite dit non, mais ce n'est pas pour Monsieur Zidane, c'est pour la fondation Zidane. Et vous le croyez quand il dit qu'il a tout reversé à une fondation ? Qu'il nous le montre, qu'il montre les traces, le chèque, le virement. Zidane affirme qu'il a reversé cet argent à sa fondation. Impossible de le vérifier, les comptes ne sont pas publics. Mais la scène au tribunal est confirmée par 2 journalistes présents au procès, l'une de Metro News, l'autre de RMC. À l'évêque reproche à Zidane d'avoir empoché 11 millions d'euros, une somme que Zizou a bel et bien touchée. Zinedine Zidane, Yann Arthus Bertrand, Nicolas Sarkozy. Ces 3 têtes d'affiche ont fait pencher la balance. Alors que j'enquête, une autre polémique éclate. Des accusations de corruption. Le Sunday Times, un grand journal anglais, affirme que le Qatar a acheté la Coupe du Monde. Direction Londres. Je suis allé rencontrer la femme qui accuse. Heidi Blake est journaliste au Sunday Times. En juin 2014, elle a publié des articles retentissants, affirmant que le Qatar aurait payé des dirigeants du football pour obtenir la Coupe du Monde. Elle met en cause un homme en particulier. Le Qatarien Mohamed bin Hammam, un riche homme d'affaires. En 2010, lors du vote, il était vice-président de la FIFA. Il faisait campagne pour la Coupe du Monde au Qatar. Pendant cette campagne, il a fait un nombre exorbitant de paiements secrets à des dirigeants du football dans le monde, surtout en Asie et en Afrique. Certains versements étaient clairement liés au soutien pour la candidature du Qatar. La journaliste s'est procuré des documents montrant entre autres des versements d'argent. Comme celui-ci, émanant du Qatarien bin Hammam. On y voit la liste d'une trentaine de dirigeants du football africain ayant bénéficié de voyages tout frais payés et d'une enveloppe de 5 000 $ en cash. La première de la liste est à l'époque présidente de la Fédération de football du Burundi, Lydiane Sekera. Et Lydiane Sekera, je sais où la trouver. Retour au Brésil, à Sao Paulo. Lors de la Coupe du Monde, les dirigeants du foot africain se sont réunis au Sheraton. Ce congrès rassemble toutes les huiles du continent. Parmi elles, Lydiane Sekera, la Burundaise qui aurait touché 5 000 $, selon le document du Qatarien bin Hammam, publié par le Sunday Times. Je tente une approche. Juste une petite question. Une petite question. Juste sur l'enveloppe des 100 000 $, est-ce que vous les avez vus? S'il vous plaît. Ils viennent du Burundi, ils sont mes frères, je reste avec eux. Oui, moi je viens de Paris, moi. Vous voulez pas parler de cette enveloppe de 100 000 $, que je sache, mais c'était pour quoi faire? C'était pour faire des courses, c'était pour... Est-ce que vous pouvez démentir? Est-ce que vous pouvez me dire si c'était vrai ou pas vrai, madame? Parmi ces dirigeants, certains ont carrément demandé de l'argent par mail au Qatarien bin Hammam. Excusez-moi, monsieur. Lui, président de la Fédération de football de Namibie, a demandé 50 000 $. Et il assume.
Pourquoi vous lui avez demandé de l'argent? Pourquoi pas? J'ai bien le droit de demander. Si la personne est un ami et qu'il peut m'aider. Vous voulez dire que je n'ai pas le droit de demander? On peut demander. Et c'est à la personne de décider de donner ou pas. Oui, mais du coup, certaines personnes peuvent penser que... Ça, je m'en moque. Et puis, je n'ai pas demandé pour moi. J'ai demandé pour ma fédération. D'autres dirigeants ont perdu la mémoire. Comme le président de la fédération malgache, qui lui aussi a demandé de l'argent aux Qatariens, d'après le Sunday Times. Vous avez vu le mail que vous avez écrit sur l'argent que vous alliez emmener de Paris? C'est pas moi. Si, c'est écrit là, regardez. C'est bien vous, ça. Le président de Madagascar Football Association, c'est bien vous. Qui a dit que vous n'avez rien à dire là-dessus? S'il vous plaît, respectez les gens. Sinon, je casse votre caméra, franchement. Ces présidents de fédérations africaines sont des personnages clés au sein de la FIFA. Ce sont eux qui élisent les représentants africains qui voteront lors de l'attribution de la Coupe du Monde. En influençant la Confédération africaine au niveau des fédérations, Mohamed Bin Hammam a pu acheter le soutien de tout le continent pour le Qatar. Il était alors plus facile pour les votants africains de la FIFA de choisir le Qatar. La Coupe du Monde aurait donc été achetée par le Qatar. Même à la FIFA, certains semblent le penser, comme cet homme, le Français Jérôme Valcke. Il est secrétaire général de la FIFA. C'est le bras droit du président Blatter. Voilà ce qu'il a écrit dans un mail interne, révélé par l'agence Reuters à propos des Qatariens. Ils ont acheté la Coupe du Monde. Je profite de sa présence à Sao Paulo pour essayer d'en savoir plus. Je l'attends à la sortie de son hôtel. Averti de ma présence, le service d'ordre organise un petit balai avec la caméra pour m'empêcher d'approcher. Monsieur Valcke, petite question pour Canal+. Est-ce que vous pensez vraiment que le Qatar a acheté la Coupe du Monde comme vous l'avez écrit dans un mail? Est-ce qu'il suffit d'avoir de l'argent pour acheter la Coupe du Monde, monsieur Valcke? Combien ça coûte une Coupe du Monde, monsieur Valcke? Après la révélation de son mail, Jérôme Valcke a précisé qu'il ne faisait pas référence à la corruption, mais seulement à la puissance financière du Qatar, qui lui aurait permis de mener avec succès sa campagne. Le jour du vote pour la Coupe du Monde 2022, les Africains détenaient 3 voix. Mais le comité exécutif de la FIFA, qui décide du pays organisateur, comptait 22 membres. Il fallait obtenir la majorité pour l'emporter, soit 12 voix. Les Qatariens auraient aussi bénéficié des votes de la Confédération asiatique, dont ils font partie. 4 voix. 4 plus 3 égale 7, cela ne suffit pas. Qui d'autre a voté pour eux? Impossible de l'affirmer, le vote est secret. Ce que l'on sait, c'est qu'au final, ils décrocheront 14 voix sur 22, un véritable plébiscite. Ces hommes qui ont voté pour le Qatar, j'ai pu les approcher lors de mon voyage au Brésil. Me voici dans le Saint des Saints, l'ONU du football, le congrès de la FIFA. À la tribune, les membres du comité exécutif réunis autour de leur président Joseph Blatter, qui désigne les pays hôtes du mondial. La dernière édition a rapporté 3 milliards d'euros à la FIFA. Le football, ce n'est pas qu'un jeu. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est devenu un business de plusieurs milliards de dollars. Un seul membre du comité exécutif a reconnu publiquement avoir voté pour le Qatar. Je vais tenter de le rencontrer. Ça ne va pas être facile. C'est un Français, vice-président de la FIFA et président de la Confédération européenne. Une gloire nationale, Michel Platini.
Je veux lui demander pourquoi il a voté pour l'Émirat, le candidat qui avait le plus mauvais dossier. 2 soupçons entourent son vote. Premier d'entre eux, Platini aurait-il cédé à une demande de Sarkozy de voter pour le Qatar? Tout se serait joué le 23 novembre 2010, 10 jours avant le scrutin. Platini est invité à déjeuner à l'Élysée. Le Premier ministre du Qatar et le prince héritier sont aussi présents. Alors, entre la poire et le fromage, Nicolas Sarkozy aurait-il demandé à Platini de voter pour l'Émirat? Ce dernier l'a toujours nié. Vous avez voté pour le Qatar, vous aviez rencontré le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, vous avez demandé de voter pour le Qatar? Vous avez donné une indication? Non. Enfin, il m'a donné une indication, oui, parce que quand je suis arrivé au déjeuner à l'Élysée, il y avait l'émir du Qatar et le Premier ministre. Donc j'ai pu comprendre que c'était un message un peu subliminal. Mais jamais il m'a demandé de voter, non. On ne demande pas à quelqu'un de voter pour quelqu'un. Pas très subliminal quand même le message. Non, pas très subliminal. J'ai vu avec des gros yeux, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas du tout. Et, bon, d'accord. Mais bon, il ne m'a pas demandé, non. Pour expliquer son vote, il affirme qu'il souhaitait offrir au Moyen-Orient sa première Coupe du Monde. Mais 1 an après son choix, un nouveau rebondissement alimente les soupçons. Son fils Laurent, juriste du sport, est recruté par le Qatar. Il dirige aujourd'hui une marque de sport qui appartient à l'Émirat. Platini conteste avoir voté pour le Qatar en échange d'une embauche pour son fils. Michel Platini a refusé mes demandes d'interview. Je l'ai retrouvé dans l'hôtel de la FIFA, à Sao Paulo. J'aimerais savoir si son vote pour le Qatar a été influencé. Monsieur Platini, je peux vous poser une question pour Canal+. Vous pensez qu'on pourrait avoir une petite interview sur le Qatar un de ces jours? Pour notre doc sur le Qatar? Alors, vous coupez ça déjà. On fait un doc sur le Qatar. J'ai rien à dire. De quoi vous dites que je parle? J'ai dit que j'ai déjà expliqué 10 fois que j'ai voté pour le Qatar et que personne ne m'a influencé. Voilà, je suis à sac d'idées. À sac d'idées. D'accord. Non, mais il y a des trucs. Il y a des investigations maintenant. Ouais. Tu vois, des investigations. C'est pour quelle émission? Spéciale investigation. Voilà. Bon, on ne saura jamais alors. Et si, j'ai voté pour le Qatar. Pour comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment de l'attribution de la Coupe du Monde, Platini jouait gros. En tant que président de la Confédération européenne de football, il devait ramener rapidement une Coupe du Monde en Europe. A-t-il passé un accord secret pour y parvenir? Explication. Le 2 décembre 2010, lors de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, on votait en fait pour 2 Coupes du Monde en même temps. Celle de 2022 et celle de 2018. C'est celle-ci que voulait Platini pour l'Europe. Ce double vote allait ouvrir la porte à des arrangements entre candidats, comme me l'explique ce journaliste britannique qui connaît bien la FIFA. Le résultat, c'est que beaucoup de gens ont commencé à faire des arrangements. Si vous nous soutenez pour 2018, nous vous soutenons pour 2022. Ce genre de discussion avait lieu tout le temps. Au moment du vote, l'Europe a déjà raté l'organisation de 2 compétitions successives. Platini ne peut pas en rater une 3e. Pour l'Europe, ne pas avoir la Coupe du Monde tous les 8 ans, ou au moins tous les 12 ans, ce n'est pas une bonne chose. En 2006, c'était l'Allemagne. En 2010, c'était l'Afrique du Sud. En 2014, le Brésil. Donc ça commençait à faire long pour l'Europe. S'il ne réussissait pas, les gens lui auraient dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Platini? Tu es le chef de la Confédération européenne. » Il aurait pu perdre son job dans cette affaire. Avant le vote, Michel Platini a lui-même avoué des tractations en coulisses lors d'une interview à un journaliste de l'agence Bloomberg. Celui-ci écrit « Michel Platini dit qu'il essaie de parvenir à un deal pour obtenir la Coupe du Monde 2018 en Europe.
Il a parlé à d'autres présidents de confédérations pour leur demander de se retirer en échange de son soutien pour 2022. Quand le journaliste demande à Platini avec qui il négocie, celui-ci répond « C'est de la politique, et la politique, c'est secret. » Quelques mois plus tard, un autre homme va faire une déclaration qui confirme l'existence de ces échanges de voix. C'est le Qatarien Mohamed bin Hammam, le président de la Confédération asiatique. Nous, en Asie, nous soutiendrons l'Europe pour 2018. Nous voterons pour un pays d'Europe, d'accord. Mais d'un autre côté, pour 2022, il y aura un autre vote. Et l'Europe devra choisir un pays d'un autre continent. En clair, il demande un renvoi d'ascenseur. Michel Platini a-t-il dealé avec le Qatarien? Je lui ai posé la question par mail. Sa réponse est catégorique. Je nie avoir passé le moindre accord avec Mohamed bin Hammam. Toujours est-il que le jour du vote, le 2 décembre 2010, c'est bien un pays de la Confédération européenne qui décroche la Coupe du Monde 2018, la Russie. Ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Quelques minutes avant la surprise du jour, la victoire du Qatar pour 2022. J'ai cherché à joindre Mohamed bin Hammam, sans succès. Il ne fait plus d'apparition publique depuis qu'il a été banni à vie de la FIFA pour des violations du code d'éthique dans une autre affaire. Des échanges de voix entre le Qatar et les Européens lors du vote de 2010, il y en a bien eu. Le patron de la FIFA en personne, Joseph Blatter, l'a reconnu dans une interview à la presse anglaise. Je vais être honnête. Il y a eu un échange de voix entre l'Espagne et le Qatar. C'est pourtant interdit par le règlement de la FIFA. Après avoir fermé les yeux sur la chaleur, les échanges de voix et une possible corruption, la FIFA aurait aussi fermé les yeux sur un autre dossier, les droits de l'homme au Qatar. Amnesty International a tiré la sonnette d'alarme en 2013 dans un rapport intitulé « Traitez-nous comme des êtres humains, les travailleurs migrants au Qatar ». Selon un autre organisme, la Confédération syndicale internationale, 30 ouvriers décéderaient chaque mois sur des chantiers au Qatar. Dans un rapport de mars 2014, elle estime qu'au rythme actuel, 4000 travailleurs pourraient perdre la vie d'ici à la Coupe du Monde 2022. Direction Berlin. C'est là que la Confédération syndicale internationale tient son 3e congrès mondial. L'un des invités vedettes est un footballeur, Abdeslam Ouadou. Ça va? Ça va. Il a joué au Qatar en 2012. Il a constaté les traitements infligés aux travailleurs étrangers. Mon séjour au Qatar a été le pire moment de ma carrière. J'y ai été sévèrement exploité. Mon employeur m'a exclu de l'équipe et m'a forcé à m'entraîner seul par plus de 50 degrés. Cette situation était inhumaine. Abdeslam Ouadou sait que son cas est loin d'être le pire. Il se souvient très bien des conditions de travail terribles des ouvriers du BTP et des domestiques au Qatar. Ils vivent dans des conditions tragiques, misérables. J'ai vu des personnes, des Philippins, des domestiques, sortir du coffre d'une voiture. Les personnes là-bas appuient sur le coffre et les gens sortent comme des animaux. Je pense qu'on ne peut pas dissocier les droits de l'homme et le football. Selon lui, ceux qui ont apporté leur caution au Qatar, comme l'entraîneur espagnol Pep Guardiola ou Zinedine Zidane, doivent le regretter aujourd'hui. Je crois que Zinedine Zidane, Monsieur Zidane,
a fait un choix. C'est vrai que ces derniers temps, depuis ces histoires de droits de l'homme, de morts sur les chantiers, c'est vrai que ce soit lui ou Guardiola, on les entend plus beaucoup. Donc je pense quand même qu'ils doivent être un peu gênés. Le Qatar a promis de réformer son droit du travail. Les ONG attendent de voir. Face à l'ensemble des problèmes qui assombrissent le dossier du Qatar, la FIFA a lancé une enquête interne sur les votes des Coupes du Monde 2018 et 2022. C'est un ancien procureur américain et ancien vice-président d'Interpol, Michael Garcia, qui a été embauché par la FIFA pour mener cette enquête. Au Brésil, en juin 2014, il a annoncé qu'il avait bouclé ses investigations. J'ai interrogé, avec mon adjoint de la Chambre d'investigation indépendante de la FIFA, les représentants de toutes les candidatures à la Coupe du Monde, ainsi que tous les membres de la FIFA qui ont voté en 2010. Il a remis un rapport de 300 pages sur les votes des Coupes du Monde 2018 et 2022. En cas de corruption avérée, le Qatar risquait de perdre l'organisation de l'événement. Même Michel Platini l'avait reconnu. Vous dites, ce vote a été transparent et honnête, il ne s'est rien passé de louche ou d'étrange. En ce qui me concerne, pour moi, il a été transparent, net. Après, je ne sais pas, il y a une enquête qui est faite, on verra. De toute façon, on l'a toujours dit, s'il y a le moindre soupçon de corruption, il y aura un nouveau vote et on partira du Qatar. Mais quelques semaines plus tard, en novembre 2014, une commission de la FIFA annonce que rien dans le rapport de l'enquêteur ne permet de remettre en cause le choix de la Russie et du Qatar. La FIFA a-t-elle voulu enterrer un scandale ? En tout cas, Michael Garcia, lui, a démissionné. Il accuse la FIFA de ne pas vouloir faire toute la lumière sur le processus d'attribution de la Coupe du Monde. En attendant, au Qatar, la construction des premiers stades a débuté.